Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo et il s'agit de mes favoris du mois de mai. Donc j'ai un peu plus lu, j'ai vu un peu plus de films, un peu plus de séries. Mais c'est pas un énorme bilan non plus, je crois que je t'ai sélectionné 3 lectures, 3 séries et un film. Faut dire que les films, il y en a pas beaucoup que j'ai apprécié, voilà, je vais te faire un petit point donc sur mes préférés et sur du coup mes recommandations que j'ai pu lire au mois de mai. Au niveau livre, j'en ai lu 6 il me semble. J'essaye de me remettre petit à petit à la lecture, mais c'est pas facile avec la fatigue. Mais bon, j'essaye de prendre plus de temps, là j'ai un peu plus de temps dans les jours à venir, donc j'espère que ça va s'améliorer pour le mois de juin, de lire encore plus et de vider un peu ma pile à lire, papier notamment, qui est en train de déborder tout simplement alors que j'ai refait une commande. Bref, pas plus de bavardage, c'est parti pour mes favoris du mois de mai. Alors tout d'abord on commence avec une nouvelle saga, il s'agit de la dernière saga de Kate Brockbug de Off the Grip, donc ça c'est le tome 1. Voici le résumé, c'est dans l'univers de la Formule 1, tu vas vite comprendre pourquoi j'ai apprécié. Spencer Higg se bat pour se faire une place et se forger un nom au sein de l'élite du sport de la Formule 1. Son rêve ultime, un avenir déterminé par son passé, son héritage. Il est passionné, tenace, intrépide et inébranlable dans la poursuite de ses objectifs dont je fais partie. Camilla Moretti était persuadée d'une chose, ne jamais renouer avec l'univers de la Formule 1. Un traumatisme l'en avait éloigné, mais son sens de la famille l'y a ramené. Après tout, Moretti Motorsport est son héritage à elle. Elle est dynamique, intelligente, spectaculaire et je suis incapable de garder mes distances. Je n'en ai d'ailleurs nullement l'intention. J'ai un but, le même depuis toujours, mais je pourrais bien tout abandonner pour elle. Donc on est dans l'univers de la Formule 1, on se retrouve avec la fille d'un team principal d'écurie et qui travaille dans le marketing et qui va intégrer l'écurie dans le but ultime de remplacer son père, et d'un pilote de Formule 1 qui vient d'arriver en Formule 1 et qui a sa place à faire au sein de cette même écurie. La complexité va se faire lorsqu'ils vont se rencontrer et devoir se côtoyer quasiment tous les week-ends, notamment les week-ends de course, et du coup la tension sexuelle et sentimentale ensuite va prendre le pas sur leurs objectifs chacun de leur côté, mais on assiste à une très très belle romance. Enfin, en tout cas moi j'ai été happée du début à la fin, c'est le genre de romance que j'aime beaucoup, surtout que l'univers de la Formule 1, même si le résumé ne lui rend pas honneur, est très bien représenté. C'est pas le cas dans toutes les sagas avec la Formule 1, c'est très à la mode en ce moment, il y en a énormément. Je crois que j'en suis à ma 4e et ça c'est une des meilleures. Ceci dit, on avait déjà eu une saga Driven de cet auteur dans le sport automobile et qui était très bien faite également. Donc voilà, on est dans la même vibe et j'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ensuite, je vais te parler d'un second tome, mais il n'est pas spoilant parce que c'est sur un autre couple. Il s'agit de Fallen Majesty, donc c'est un tome 2. La saga, je crois que c'est Majesty de Delinda Date. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas du tout spoilant parce que comme je te dis, c'est sur un autre couple. Héritier du royaume de Suède, Callum est prêt à endosser le rôle qui lui revient de droit. Néanmoins, avant de se résoudre à lui céder le trône, le roi Gustave X lui demande de prouver qu'il est capable de faire prospérer le pays. Un mariage avec un grand parti d'Europe pourrait être un bon moyen de parvenir à ses fins, mais Callum se l'est juré, plus personne n'accédera à son cœur. La somptueuse princesse Astoria du Liechtenstein est, elle, promise depuis sa naissance. Mais l'évidence s'impose à elle, elle veut fuir cette union à tout prix. Sa seule issue, se fiancer à un prince auquel ses parents ne pourront pas s'opposer. Un homme qui la sauvera non seulement elle, mais également son royaume. Kallen Rajen Christensen, son meilleur ami, pourrait être la solution, même si elle préférait se planter un pic à glace dans l'œil plutôt que de le supporter au quotidien. Leur accord marquera-t-il l'avènement d'un roi ou la déchéance d'un prince? Bon, en fait, c'est deux jeunes qui ne veulent pas... Enfin, elle doit
se sauver d'un mariage, lui doit faire prospérer son pays pour devenir roi, et dans tous les cas ils vont devoir se marier, et donc c'est un peu pour s'opposer à leurs parents qui vont s'accorder ce mariage. Et j'avoue que j'ai beaucoup aimé ce tome-ci, enfin comme le premier tome, il faut le dire, j'aime bien les royautés et tout ça, bon c'est arrangé de la vérité, on le sait tous, mais ça reste une très bonne lecture. Moi je l'ai trouvée hyper intéressante, hyper détente et hyper sympathique. En plus je trouve que les pays et leurs univers ont été très bien développés, même s'il y a des trucs qui se rapprochent de la vérité, l'auteur a quand même fait l'effort de créer des nouvelles choses et j'ai trouvé ça très sympa. En tout cas moi j'ai passé un merveilleux moment de lecture. En plus les personnages sont extrêmement attachants parce qu'on sait qu'ils se connaissent depuis longtemps et qu'ils ne se supportent pas depuis longtemps. Leurs amis d'ailleurs que l'on rencontre dans les autres tomes le savent très bien et ne voient pas trop comment ça fonctionne, mais en fait ça fonctionne très bien de pas s'aimer au départ et de trouver un accord, et finalement de plus que ça, plus que cet accord, de s'apprécier et de pouvoir vivre cette romance qui met certes du temps à se mettre en place parce qu'au début c'est plus un accord de représentation, puis à long terme on voit bien que la romance et les sentiments se développent et c'est ça que j'ai apprécié. Bref, j'ai passé un merveilleux moment de lecture avec ce tome-ci. Et j'ai déjà hâte de lire le troisième tome. Je ne sais plus s'il sort au mois de juillet ou s'il sort à l'automne. Je ne sais plus, mais j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, ça va être une de mes lectures phares de cette fin d'année. Le livre suivant, c'est un second tome, donc ça peut être spoilant. Il s'agit de Lakerston. Le tome 2, tu en as tellement entendu parler du tome 1 avec moi qu'il était évident que j'allais te mettre le tome 2 dans mes favoris de ce mois-ci. Donc c'est de Sarah Rivens. Il est sorti je crois à la fin du mois d'avril, mais moi je l'ai fini que début mai, tout simplement. Alors voici le résumé. 8 mois se sont écoulés depuis la chute de Kay du haut de la falaise. Son corps reste introuvable et l'ombre du mercenaire hante toujours Iris. Tout semble la ramener à Kay, à son souvenir aussi vif que douloureux. Tandis que les autres avancent, elle reste prisonnière de ce qu'il a laissé derrière lui. À Evinge, le calme n'est qu'une illusion. Une vague de morts mystérieuses secoue la ville et une menace insidieuse se rapproche, troublant la fragilité stabilisée d'Iris. Avec la disparition de Kay, s'est aussi évanouie la protection qu'il lui offrait. Mais est-il réellement parti, ou un dernier chapitre de leur histoire entre amour, survie et rancœur vient-il de commencer? Donc pour rappel, nous sommes dans une dark romance, c'est une duologie dark. Ce tome-ci est un peu moins dark que le tome précédent, même si on y retrouve beaucoup de violence, notamment entre les deux personnages principaux, mais aussi dans l'univers qui les entoure. Moi j'ai bien aimé, c'est une saga, une duologie pour être exact, que j'ai beaucoup apprécié du début à la fin. Je trouve que la romance est très bien amenée, même s'il y a quelques longueurs dans ce tome-ci à mon goût, mais cela reste une très belle romance pour moi. J'aime bien la dark romance, pas tout le temps, hein. Tu noteras que les deux autres ne sont absolument pas des dark, mais par contre c'est vrai que de temps en temps j'aime bien, je sais faire la différence entre la réalité et la fiction. Ça reste de la fiction, même si je pense que dans une certaine réalité cela peut exister, mais dans la majorité des cas ce n'est pas existant. Donc voilà, c'est une très belle romance, donc je peux que te la recommander. Et si tu aimes la dark, c'est vraiment une de ceux que je préfère avec les Paper Winter. Donc vraiment des très bonnes dark romances, je peux que te la recommander. Et sinon, si tu ne connais pas celle-là, il y a Captive qui se trouve là-bas dans ma bibliothèque, qui est aussi génial. Duologie avec un one-shot à côté qui est plus romance. Voilà pour ce dernier roman de mes favoris du mois. Ensuite, on va passer au film. Donc j'ai enfin vu le film Orgueil et Préjugés. Oui, j'ai lu le roman il y a très longtemps et je n'avais jamais vu l'adaptation, donc qui date de 2005. C'est avec Keira Knightley, si ce nom de famille te dit quelque chose, l'actrice principale. Donc voici le résumé. La campagne anglaise à la fin du 18e siècle, Mr. Bennet et son mari, Madame Bennet et son mari sont ravis d'apprendre qu'un jeune homme fortuné et célibataire vient de s'installer dans le manoir voisin. Désargentés, les Bennet se font fort de marier l'une de leurs 5 filles au nouvel arrivant. Ce dernier ne tarde pas
à s'épandre de la belle Jeanne, l'aînée de la famille, lors d'un bal de campagne. Alors, Orgueil et Préjugés, moi j'avais lu le roman, je crois, pendant mes études. C'est pas au lycée, parce que je l'avais pas étudié au lycée, mais je crois qu'à la fac, je l'ai lu par curiosité, parce que j'en avais énormément entendu parler, et je souhaitais le lire. Cependant, j'avais vu aucune adaptation de ce roman, et là, je me suis lancée parce qu'elle était disponible, il me semble, sur Netflix, et je m'étais dit... il faut absolument que je la voie. Je l'avais d'ailleurs mis dans ma wishlist film d'il y a quelques mois. Et du coup je l'ai enfin vue. Et franchement j'ai bien aimé cette adaptation. Même si les Bennett m'ont mis une tête comme un ballon. Je me rappelais pas que ça faisait comme ça dans le roman. Mais alors là vraiment il y a certaines scènes je n'en pouvais plus. Mais en dehors de ça, ça reste quand même très proche du roman. Même s'il y a eu des libertés scénaristiques pour les besoins je suppose du film. Mais bon ça c'est comme d'habitude, mais après ça reste une très belle adaptation. J'ai passé un très bon moment, c'est une romance qui est classique mais qui se laisse porter, enfin moi j'aime bien ce genre de choses, donc voilà, je me suis laissée porter et franchement j'ai apprécié, donc je peux que te le recommander. En tout cas en film il est vraiment très cool, et si tu ne vois pas le... enfin tu n'as pas lu le livre, je pense que tu peux apprécier le film sans tout le tour du livre, tout simplement. Franchement, ça s'apprécie, je pense, sans le livre. En tout cas, moi, je l'ai apprécié. Ensuite, on va passer aux séries. Et la première série, il s'agit de Adolescence, qui est sortie sur Netflix, il me semble. Donc, c'est une mini-série. En voici le synopsis. Jamie Miller, un adolescent anglais de 13 ans, est accusé du meurtre de Cathy Leonard, une camarade de classe. Sa famille, une psychologue et l'inspecteur chargé de l'affaire s'interrogent sur ce qui s'est vraiment passé et sur ses motivations. La série traite de l'influence de la culture incel et du masculisme chez les jeunes garçons, notamment relayée par les réseaux sociaux. Donc là, on se retrouve projeté littéralement dans la vie de ce jeune adolescent. Donc la série commence sur l'arrestation. Donc à 6h, enfin très tôt le matin, de ce jeune homme dans sa maison, sans que ses parents comprennent ce qui se passe. Et là, on va assister à une série qui se déroule souvent en un seul film. Il n'y a pas de flashback ou quoi, ça se déroule en une seule fois, en une seule séquence on dirait. C'est assez particulier, un peu comme sur mes vidéos finalement, où t'as pas trop de sauts en avant, de sauts en arrière et tout ça. Donc là vraiment tu suis ce jeune homme, comment il va rencontrer les inspecteurs, la psychologue, comment ses parents vont l'accompagner, comment ses parents vont vivre ce qui se passe. Et depuis le début, on sait qu'il est coupable, de toute façon c'est dans le synopsis, donc on sait qu'il est coupable, sauf qu'on s'interroge sur les raisons et on va découvrir la différence entre les adultes et les adolescents à ce moment-là. On va voir vraiment la différence entre l'un et l'autre, et vraiment, j'ai vraiment apprécié cette lecture. J'avoue que je ne m'attendais pas à autant apprécier. Il faut dire que les personnages sont... pas, je dirais pas attachants parce que c'est pas le terme, mais sont passionnants psychologiquement parlant, parce qu'on va étudier toute leur psychologie, que ce soit aux parents, à un peu sa sœur, mais surtout à lui. On va étudier tout et on voit bien la différence et la tranchée qu'il y a entre les ados d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, et les adultes. Ils se rendent pas compte du mal que peuvent faire les réseaux sociaux. J'ai trouvé cette série très intéressante. Alors pourquoi je m'y suis tournée dessus? Parce qu'il y a eu un fait divers en France. Et le magazine qui le présentait, enfin le magazine, comment on peut appeler ça, le média qui le présentait disait que ça ressemblait à ce qui s'était, enfin au genre de choses qui peuvent se passer, notamment, et qui ont été relayées notamment avec cette série. Donc du coup je m'étais lancée là-dedans, dans cet objectif là, et je l'ai trouvée très intéressante, même si ça fait flipper. Moi qui suis enceinte, je t'assure que ça fait flipper, je ne veux pas que ma fille devienne comme ça, donc on va faire attention aux réseaux sociaux je pense. Bref, du coup c'était la première série que j'ai vue, et franchement sympathique, mais il faut avoir le cœur accroché quand même. Ensuite, avec monsieur, on a regardé Zero Day, donc c'est aussi sur Netflix, hein, pour pas changer trop de plateforme. George Mueller, ancien président des États-Unis très populaire, n'a pas souhaité poursuivre sa carrière politique.
Mais la présidente Evelyn Mitchell lui demande de sortir de sa retraite pour mener la commission Zero Day, chargée d'enquêter sur une cyberattaque qui vient de frapper le pays. Sa femme, Sheila, nommée il y a quelques jours juge à la cour d'appel des États-Unis pour le 2e circuit, s'apprête à endosser sa nouvelle fonction. Leur fille, Alexandra, membre du 10e district congressionnel de l'État de New York, est chargée de contrôler que les pouvoirs de la commission ne génèrent pas d'abus. Bon alors tu sais qu'avec monsieur on est quand même passionné par les séries sur le pouvoir américain et sur les États-Unis, la présidence et tout ça, donc évidemment que Zero Day on l'a vu et on a vraiment apprécié du début à la fin et même je trouve que le suspense qu'il y a dans cette série est vraiment topissime, vraiment j'ai apprécié mon visionnage du début à la fin, donc je peux que te le recommander. Après certaines choses sont un peu plus complexes et pas très bien expliquées je trouve sur les pouvoirs américains. Nous il y a plusieurs fois on est allé vérifier si c'était la réalité ou pas et comment ça fonctionnait réellement parce que nous c'est vrai qu'on est passionné, mais si t'es pas plus passionné que ça c'est un thriller politique hein. Donc si tu n'aimes pas ça, passe ton chemin, mais par contre si t'aimes ça c'est un très bon thriller politique. De toute façon tu sais que Netflix fait des très bons thrillers dans tous les cas, donc vraiment topissime. Moi je vais passer un très beau moment, j'ai visionné mon truc sans souci, donc voilà. C'est le genre de choses qui sort pas souvent sur Netflix ou même sur Disney+, mais que j'apprécie quand ils en sortent certains. D'ailleurs, si t'en as d'autres à me recommander, n'hésite pas parce qu'on en cherche tout le temps. Et la dernière série que je voulais te présenter, c'est 911 Lone Star, qui m'a été recommandée par ma meilleure amie et que j'ai vue en quelques mois. Je t'en ai pas parlé par ici, enfin j'ai dû t'en parler en wikivlog, mais je suis pas sûre de t'en avoir parlé dans mes favoris. En voici le synopsis. La caserne de pompiers 126 d'Austin, au Texas, a été décimée lors d'une intervention. Owen Strang, un capitaine des pompiers de New York, est approché par la hiérarchie des pompiers texans. Seul survivant de sa caserne après les attentats du 11 septembre 2001, Stran a dû rebâtir sa compagnie en partant de zéro. Les Texans aimeraient qu'il fasse la même chose à Austin avec la caserne 126. Owen Strang accepte et emménage à Austin accompagné de son fils TK, lui aussi pompier. En plus de venir en aide aux personnes en difficulté, ils vont devoir affronter le souvenir de la 126e et leurs propres problèmes. Alors, bon là on suit une caserne, moi tu sais, c'est ma grosse passion de suivre... non, j'allais dire de suivre des casernes, non, de suivre des pompiers, j'aime bien Station 19 qui est finie maintenant, j'aime bien Chicago Fire, je pense à toutes ces séries là que j'apprécie, et cette série du coup il n'y avait que 5 saisons, je les ai un peu dévorées depuis quelques mois, j'ai fini au mois de mai avec la 4 et la 5, c'est vraiment une très belle série. J'ai adoré les personnages que j'ai trouvé touchants et attachants, j'ai beaucoup aimé les histoires parallèles qu'on a avec tout ce qui secourt et tout ça, enfin tout ce qui est... toutes les interventions qu'ils peuvent faire. Bref, j'ai trouvé que la série était très complète, très originale sur les thématiques abordées, parce qu'il y avait des thématiques que je n'avais jamais vues abordées avant, et franchement j'ai apprécié. Vraiment, j'ai apprécié tout simplement. Donc voilà, je peux que te la recommander. Je voulais t'en parler là, mais j'ai pas d'autre chose à dire. En fait, si t'aimes bien ce type de série un peu détente, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Bon, certes, il y a quelques drames et tout ça, mais il y a du drame, de la joie, enfin bref. Puis la fin est vraiment géniale, donc je ne peux que te la recommander. Ayant plus de temps, je crois que ces favoris ont été vraiment plus longs que d'habitude. En tout cas, moi j'ai apprécié de te parler par ici. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo et je suis plutôt contente. Tu verras que le rythme des vidéos se réduit à cause de l'arrivée de notre petite puce. C'est prévu pour mi-juillet. Mais voilà, on sait jamais à partir de mi-juin, donc j'ai décidé de me libérer un peu plus de temps, voilà, et de pas me mettre la pression. On passe à une vidéo donc le vendredi toutes les 2 semaines. Je vais essayer de maintenir au maximum les wikivlogs quand il y aura des choses passionnantes à te dire. Sinon, bah, tu en auras moins, mais c'est pas dramatique. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, puis on se retrouve dans 2 semaines de toute façon sur vendredi pour mes recommandations pour l'été 2025. Bisous!